Oh là là, c'est quoi cette histoire de grand électeur? Pourquoi ça prend toute une nuit d'avoir les résultats? Puis, c'est quoi ces histoires d'état clés? Franchement, les Américains, ils font n'importe quoi avec leurs élections. Howdy folks, oui, c'est compliqué, mais pour une bonne raison. Comme souvent aux États-Unis, tout vient du fait qu'il s'agit effectivement des États-Unis d'Amérique, et donc plusieurs États dans une union, et il faut mettre en place des systèmes politiques qui représentent correctement la volonté de la majorité, certes, mais aussi la volonté des États. Le président américain est le président de tous les États, et pour comprendre comment le président est choisi, ça aide de se mettre en tête que ce sont les États qui choisissent le président. Bienvenue dans cette mini-série de 6 vidéos sur les élections américaines. Les souscripteurs YouTube et les abonnés Patreon ont d'ores et déjà accès à l'ensemble des 6 vidéos de la série. Retrouvez les liens en description pour savoir comment soutenir la chaîne. J'ai créé 6 vidéos sur 6 sujets que je vois souvent revenir sur Internet. Le premier, c'est bien entendu celle-ci sur le fonctionnement de l'élection présidentielle. Ensuite, on a une autre sur le pourquoi est-ce qu'il n'y a que 2 partis aux États-Unis. Qui sont les grands électeurs? Pourquoi le collège électoral est le dernier rempart contre la tyrannie? Enfin, on va revenir sur le compromis de 1877, comment un deal sous la table a scellé le sort de millions d'Américains. Et enfin, par quels moyens certains États facilitent-ils la triche? Vous êtes beaucoup à me demander comment soutenir la chaîne, vous avez les liens en description, mais maintenant je suis content de pouvoir vous proposer du contenu exclusif. Encore une fois, tout est en description pour devenir incollable sur les élections américaines. Élections? En parlant d'élections, comment ça marche les élections aux États-Unis? Aux États-Unis, l'État le plus peuplé est la Californie, avec 39 millions d'habitants. Et le moins peuplé est le Wyoming, avec seulement 576 000 habitants. C'est 67 fois moins. S'il y avait un suffrage universel direct aux États-Unis, le Wyoming pèserait 67 fois moins que la Californie. Alors quel serait l'intérêt pour cet État de faire partie de l'Union, si c'est pour se faire manger tout cru à chaque élection? Mais bon, on peut quand même pas donner une voix par État non plus. Il y a quand même 67 fois plus d'habitants en Californie. Et puis, tous les États font pas la même taille, ils ont pas la même densité de population non plus. C'est quand même normal que le petit État de Rhode Island ait moins de poids qu'un État qui pèse géographiquement comme le Texas. Alors, comment est-ce qu'on réconcilie tout ça? Eh bien, avec le fameux collège électoral. Le collège électoral est constitué de ce qu'on appelle les grands électeurs. Les abonnés Patreon peuvent d'ores et déjà aller voir la vidéo « Qui sont les grands électeurs ?». Mais pour notre explication, pas besoin de savoir qui ils sont, il suffit de comprendre qu'ils existent. Chaque État a autant de grands électeurs qu'il a de représentants au Congrès. S'il ne fallait retenir qu'une chose dans cette vidéo, c'est ça. Un État a autant de grands électeurs qu'il a de représentants au Congrès. On va prendre un exemple. Au Texas, il y a 38 députés et 2 sénateurs, il y a donc 40 grands électeurs. En Caroline du Sud, il y a 7 députés et 2 sénateurs, il y a donc 9 grands électeurs. On voit déjà que, puisqu'il y a 2 sénateurs par État, quelle que soit la taille de l'État, le système de collège électoral a tendance à donner plus de poids aux petits États. Reprenons notre exemple de la Californie et du Wyoming pour s'en rendre compte. En Californie, il y a 54 grands électeurs, et au Wyoming, 3. Ça fait 1 électeur pour 722 000 habitants en Californie, et 1 électeur pour 192 000 habitants au Wyoming. Oui, c'est le cas le plus extrême, parce que la Californie est l'État le plus peuplé, et le Wyoming le moins peuplé. Mais on voit bien qu'un vote dans le Wyoming a 3,7 fois plus de poids qu'un vote dans la Californie, qui lui est plus dilué. Sur Patreon, je vous explique pourquoi c'est une bonne chose. Et non, c'est pas parce que ça favorise actuellement les républicains. Je pense qu'il y a un argument ultime pour défendre le collège électoral, et ce, quel que soit le parti que l'on défend. Dernier détail ici. Les États ont autant de grands électeurs qu'ils ont de représentants au Congrès, certes, mais depuis 1961, Washington DC, qui est un district fédéral et non un État, et qui n'a donc pas de représentants au Congrès, pèse quand même 3 grands électeurs dans l'élection. C'est comme ça, c'est une exception à la règle. Pas d'exception par contre pour les territoires américains, Guam, les îles Samoa, Porto Rico et tout ça, qui sont bien des territoires plus ou moins administrés par le gouvernement fédéral selon chacun, mais leurs habitants ne peuvent pas voter pour l'élection présidentielle. Les Américains résidant à l'étranger non plus. Et oui, comme on l'a dit, ce sont les États qui votent. Vous n'êtes pas là, vous ne comptez pas. Il y a des exceptions pour les militaires en déploiement à l'étranger, mais là on parle vraiment d'expatriés. Le jour de l'élection, les citoyens de chaque État sont invités à choisir leur candidat préféré dans une élection à un tour. Celui remportant le plus de voix remporte la totalité des grands électeurs de l'État. C'est ce qu'on appelle le winner take all. Je vais le répéter parce que c'est pas très intuitif. Le candidat ayant remporté le plus de votes dans l'État remporte la totalité des grands électeurs de l'État. En 2020, au Texas, Trump a remporté plus de voix que Biden. Ça veut dire que l'ensemble des 40 électeurs de l'État ont compté pour Trump. Tous les États fonctionnent comme ça, sauf le Maine et le Nebraska qui ont un système de proportionnel. En voyant ce système, on comprend donc pourquoi l'élection se joue dans des États clés. On peut en effet, sans trop se tromper, affirmer à l'avance ce que la majorité des États vont choisir.
Par exemple, la Californie est assurée pour les démocrates, et la Virginie occidentale est assurée pour les républicains. Il y a vraiment peu de chances que l'élection crée une surprise dans ces États-là. La présidentielle se joue donc dans les États où c'est serré, là où bien malin est celui qui pourra garantir un résultat. C'est donc là que se concentrent les campagnes électorales, c'est là que se concentre l'attention des candidats, et c'est là où va l'argent. Cette année, ces États clés, ces swing states comme on dit en anglais, sont les suivants: Nevada, Arizona, Wisconsin, Michigan, Pennsylvanie et Géorgie. Ces États totalisent 77 grands électeurs et aucun des deux principaux candidats, Donald Trump ou Kamala Harris, n'a assez de grands électeurs dans la poche pour d'ores et déjà remporter l'élection. Ces 6 États sont donc littéralement des États clés, là où tout va se jouer. Mais le 5 novembre, ce n'est pas qu'une question d'élection du président. L'ensemble des députés et un tiers du Sénat vont également être renouvelés le même jour. D'ailleurs, les citoyens vont même voter pour des élections locales, le procureur du comté ou même le shérif dans les États où il est élu. Il y a également des référendums, bref. Election Day, le jour de l'élection, est vraiment un jour important. Ne vous inquiétez pas, quand le Texas va commencer à envoyer les documents pour l'élection, je vais choper un citoyen ici et je vais vous montrer à quoi ça ressemble, donc inscrivez-vous pour pas rater ça. Mais avant de passer à la suite, il faut qu'on parle des primaires. On va passer rapidement sur les primaires parce que c'est simple. Elles permettent aux partis politiques de choisir leurs candidats en amont de l'élection. Et ce n'est pas un processus régi par la Constitution. Au début de la République, les partis politiques décidaient de leurs candidats derrière des portes closes. Aujourd'hui, démocrates et républicains organisent des primaires. En 2024, Trump a remporté la primaire républicaine avec 76,4% des voix, et Joe Biden a remporté la sienne avec 87,1%. Oui, Joe Biden. C'est bien lui qui a remporté la primaire, mais puisqu'il s'est retiré de l'élection après l'organisation du scrutin, eh bien le Parti démocrate a fini par choisir sa candidate, Kamala Harris, derrière des portes closes. Ça ne pose pas de problème légal, puisque comme on l'a dit, le processus de primaire n'est pas imposé par la Constitution, et c'est quelque chose qui s'est mis en place naturellement et qui est régi par les partis politiques. Revenons à l'élection reine, la présidentielle. Aux États-Unis, on parle de nuit électorale, parce que déjà, les États mettent du temps à dépouiller, mais aussi parce que le pays s'étale sur 4 fuseaux horaires, plus Hawaï et l'Alaska. Aussi, puisque le choix des grands électeurs se fait par État, on se retrouve avec des règles différentes d'un État à l'autre. Par exemple, certains États autorisent le vote par correspondance et les dépouillements après la date de vote, le temps que le courrier arrive. Les autres forcent à majoritairement voter en présentiel. Les règles sont également différentes sur les votes par procuration et les dates d'inscription en liste électorale. Et ça, c'est sans compter les règles sur quand est-ce qu'on peut commencer le dépouillement. Certains États dépouillent au fur et à mesure de la journée, d'autres attendent la fermeture des derniers bureaux de vote pour commencer. Pour toutes ces raisons-là, certains États prennent du temps à dépouiller, alors que d'autres sont plus rapides. Bien entendu, je serai en live sur la chaîne le 5 novembre et on va suivre ça ensemble. On va suivre la présidentielle évidemment, mais également le changement dans l'échiquier politique au Congrès. On va également suivre les référendums importants dans certains États. Et évidemment, suivre ensemble de près l'avancement des dépouillements de l'élection reine, la présidentielle, et additionner ensemble les grands électeurs pour savoir lequel des deux candidats arrivera à 270. 2 candidats? D'ailleurs, c'est un peu bizarre ça. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours que 2 candidats dans les élections présidentielles américaines? Pour le savoir, rendez-vous dans la vidéo suivante de la série, disponible en exclusivité pour les souscripteurs YouTube et les abonnés Patreon. Merci d'avoir suivi cette vidéo, laissez un like avant de partir, inscrivez-vous si ce n'est pas déjà fait, vous êtes sur The American Dream. God bless America.